une patiente ça fait quoi, peut-être 1 ou 2 ans, qui essayait de faire un bébé et qui en fait n'arrivait pas du tout à ovuler. Et donc au départ, on a commencé à faire le bilan, donc on a retrouvé qu'il y avait une insuline résistance, c'est-à-dire qu'on voyait qu'elle avait trop d'insuline et donc la glycémie qui montait facilement. Elle n'a pas du tout de problème de pilotis, cette patiente, mais impossible que ça fonctionne, voilà, parce qu'elle n'ovulait pas. Alors on a commencé à lui demander de faire du sport déjà, activité physique. En l'occurrence, elle a été intégrée dans un programme BIMUM. Elle a suivi son programme BIMUM. Et je l'ai aidée en lui donnant un peu ce qu'on appelle du myonositol, c'est-à-dire un complément qui permet normalement de jouer justement sur l'utilisation du glucose, du sucre dans l'organisme. Bonjour à toutes et bienvenue dans À l'écoute de votre fertilité saison 2, dédiée à vous, future maman, qui vous accompagne dans votre projet de grossesse. Tout au long de cette saison 2, nous vous partagerons des témoignages et histoires inspirantes de femmes qui sont devenues mamans grâce au programme BIMUM. Nous avons le plaisir aujourd'hui de rencontrer Pierre Auger, gynécologue spécialisé en médecine de la reproduction et en andrologie, coordinateur du centre de Paris 2 au Chesnay. Bonjour. Nous allons démarrer aujourd'hui par une petite introduction au SOPK. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce que c'est que le syndrome des ovaires polykystiques pour nos auditrices qui pourraient ne pas être familières avec cette maladie, s'il vous plaît? Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, le nom est pas bien choisi parce qu'en réalité on devrait parler de syndrome multifolliculaire. Il s'agit d'une maladie très ancienne qui est une des plus fréquentes qu'on rencontre en gynécologie. Et elle associe plusieurs symptômes, mais les patientes n'ont pas forcément tous les symptômes. En fait, ça associe des problèmes de cycle, donc des dysovulations. De temps en temps, il y a des patientes qui n'ont pas du tout d'ovulation. Certaines ont quelques ovulations dans l'année. Et vous avez aussi des signes d'hyperandrogénie que l'on peut diagnostiquer d'un point de vue biologique ou par des signes cliniques, l'acné, la pilosité. Et quand on fait une échographie, on a aussi un aspect typique, des ovaires où il y a plein de petits follicules. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des kystes, mais en réalité ce sont des follicules, c'est une réserve ovarienne, donc c'est des femmes qui ont une bonne réserve de base pour faire des enfants. Et on en compte au moins une vingtaine de chaque côté, où on dit que c'est un gros ovaire supérieur à 10 ml, environ 10 millilitres. Et il faut aussi éliminer d'autres diagnostics, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler des SOPK, du syndrome des ovaires polykystiques, sans avoir éliminé une pathologie surrénalienne qui s'appelle les blocs en 21 hydroxylase, ou parfois ce qu'on appelle aussi l'hyperprolactinémie, qui pourraient avoir comme cause aussi d'avoir des problèmes d'ovulation ou d'hyperandrogénie, c'est-à-dire beaucoup d'hormones androgènes. Ok, très bien. Quelles sont les causes principales du SOPK et existe-t-il des facteurs de risque spécifiques associés à ce syndrome? Alors les causes principales du SOPK, elles sont multiples et pas si bien connues que ça. On a une partie qui est génétique, ça c'est prouvé, c'est-à-dire qu'on a retrouvé des hyperexpressions de gènes qui ont comme conséquence justement d'augmenter l'androgénie, l'hyperandrogénie chez ces patientes atteintes de SOPK. On a aussi des patientes dont dans la fratrie on retrouve des symptômes d'ovaires polykystiques avec des symptômes qui sont différents entre les différentes sœurs par exemple, mais dans la famille on parle des mères OPK, des sœurs OPK. Et on a aussi une tendance à trouver des ethnies. C'est-à-dire que, par exemple, on a tendance à avoir plus de cas de syndrome des ovaires polykystiques chez les patientes qui sont issues qui viennent d'Inde ou de la Réunion. Et en fonction de l'ethnie, d'ailleurs, il y a différents profils. D'accord. Il y a d'autres causes aussi. On pense qu'il y a des facteurs, des perturbateurs endocriniens qui seraient responsables d'avoir une action sur les récepteurs hormonaux, et donc avoir comme conséquence d'entraîner ce syndrome d'ovaires polykystiques. Après, les risques spécifiques, ils sont avant tout, ça dépend de la période de la vie. C'est-à-dire que vous allez avoir des risques qui sont initialement surtout un problème lié à l'hyperandrogénie, donc la pilosité. On observe des alopécies, c'est-à-dire donc il peut y avoir chez certaines patientes des problèmes de perte de cheveux, d'acné, et donc qui peut être plus ou moins bien vécu, c'est-à-dire qu'il peut aussi avoir des conséquences même psychologiques chez ces patientes-là. Beaucoup de patientes ont parfois une augmentation du poids, donc un surpoids, une obésité, notamment une obésité
avec une prise de poids au niveau abdominal. Et cela peut entraîner au long cours des problèmes de type diabète et problèmes cardiovasculaires, qui sont des pathologies plutôt qu'on rencontre dans une seconde partie de sa vie. D'accord. C'est pour ça que je distingue bien la première partie où il y a un désir d'enfant, donc des problèmes de fertilité, des problèmes plutôt d'ordre androgénique, et une seconde partie où on a plutôt des conséquences en termes cardiovasculaires, du syndrome métabolique, avec de l'hypertension, du diabète, et dans les pathologies plus rares, mais qu'il faudra surveiller par la suite, c'est les cancers de l'endomètre, qui sont un peu plus fréquents dans cette population de patientes, parce que comme elles n'ont pas souvent de règles, l'endomètre reste souvent épais, et ça entraîne parfois des cancers d'endomètre chez les femmes plus âgées. D'accord. Donc, d'où l'intérêt de faire attention dès qu'on le sait, en fait. Exactement. C'est une pathologie qui doit être suivie tout au long de sa vie. Ok. Et alors, quels sont les symptômes courants du SOPK et comment les diagnostiquez-vous chez les femmes? Alors, les symptômes les plus courants, c'est les troubles du cycle, puisqu'elles viennent souvent, nous, gynécologues, nous voir pour ça, puisqu'elles ont des règles qui, parfois, ne viennent pas avant 45 jours. Donc, et de temps en temps, il y a des cycles de 2 mois sans cycle, et donc on parle d'aménorrhée, l'absence de règles, ou de spanioménorrhée quand les cycles sont vraiment autour de 45 jours. D'accord. Ça, c'est le premier symptôme. Après, en l'occurrence, moi qui suis gynécologue de la reproduction, je les vois souvent par le biais du désir d'enfant. Donc, c'est des femmes qui souhaitent un enfant et qui, malheureusement, comme elles n'ont pas de cycle ovulatoire, consultent. Et de temps en temps, elles ont quand même des cycles ovulatoires, mais elles consultent quand même pour un désir d'enfant, et quand on fait le bilan, on s'aperçoit que finalement, il y a aussi ce syndrome des ovaires polykystiques. Puisque, encore une fois, c'est un syndrome qui est très fréquent, puisque ça touche environ 10-15% des femmes. Oui, c'est énorme. C'est énorme, c'est pas négligeable. Est-ce qu'il y a des signes particuliers auxquels les femmes doivent être attentives si elles se posent la question, est-ce que j'ai un SOPK ou pas? À part les cycles longs, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent leur mettre, je dirais, la puce à l'oreille? Oui, il y a des signes qui peuvent les alerter sur ce syndrome, l'hyperandrogénie. C'est pas forcément une pilosité importante, mais on peut avoir un petit duvet plus important au niveau des seins, au niveau de ce qu'on appelle la ligne blanche sur le ventre. Oui, c'est ce que je vais vous demander d'expliquer ce que c'est que l'hyperandrogénie. Certaines zones, en effet. Alors, l'hyperandrogénie, nous, on la diagnostique, on a un score. Ferryman-Gallwey, c'est un score qu'on utilise. Et on va coter un petit peu cette pilosité au niveau des lèvres, au niveau du menton, au niveau des seins, des avant-bras, des cuisses. Et au niveau aussi abdominal. Et ce score permet de dire si on estime que la pilosité ou l'hirsutisme, c'est le terme qu'on emploie nous, est trop importante, cette pilosité. Et donc, majoritairement, ces patients n'ont pas forcément une pilosité majeure, mais ils ont une petite pilosité associée à de l'acné. D'accord, ok. Voilà, ça c'est un symptôme fréquent. Ça marche, très bien. Et est-ce qu'il existe des mesures préventives que les femmes peuvent prendre pour réduire le risque de développer le SOPK? Oui, il y a des mesures préventives pour éviter d'avoir des conséquences sur le long cours, on va dire, ou pour améliorer ses chances d'être enceinte. Alors, avant tout, chez les patientes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, il y a une hyperandrogénie qui est présente, qui est quasiment le responsable du syndrome des ovaires polykystiques, et elle est souvent associée à ce qu'on appelle une insulino-résistance. C'est-à-dire qu'en fait, ces patientes vont avoir tendance à avoir une inflammation un petit peu chronique, et cette inflammation va entraîner une mauvaise absorption du glucose, donc il y a trop de sucre, et l'insuline ne va pas pouvoir permettre de faire rentrer ce sucre correctement. Et donc cette insulino-résistance va être à l'origine d'une prise de poids qui va elle-même entraîner à nouveau ce syndrome inflammatoire qui devient chronique. Et finalement, ces patientes, si on veut commencer à les aider, c'est déjà d'adapter un régime qui sera adapté à l'ovaire polykystique et une activité physique régulière. Donc je pense que c'est ça la première chose à faire déjà, c'est déjà en leur apprenant ce qu'est le syndrome des ovaires polykystiques, c'est leur dire que c'est une pathologie au long cours et qui nécessite dès maintenant de faire attention dans leur équilibre alimentaire et dans leur activité physique de tous les jours. Donc ce que j'en comprends, c'est qu'il y a vraiment un rôle du mode de vie et de l'alimentation dans la gestion du SOPK. Tout à fait, il y a un rôle primordial du mode de vie et de l'alimentation. D'abord l'activité physique, puisqu'elle va jouer sur ce qu'on appelle l'insulino-résistance, de perte du poids au niveau abdominal, c'est primordial. Donc il faut faire l'activité physique régulière,
qui aura des bénéfices immédiatement déjà sur une perte de poids, mais au long cours sur les risques cardiovasculaires et sur les chances aussi d'avoir un bébé. Et quant à l'alimentation, c'est pareil. On a donc montré maintenant depuis déjà plusieurs années que déjà de perdre 5% de son poids permettait chez certaines patientes de retrouver une ovulation. D'accord. Donc c'est très important. Et il faut bien sûr que ce régime soit adapté. C'est pas perdre du poids pour perdre du poids, comme on dit. C'est justement avoir un apport qui va vous permettre d'avoir des nutriments suffisants pour envisager la grossesse et pour avoir une qualité de l'ovulation et pour diminuer ces risques cardiovasculaires. Donc, c'est-à-dire, par exemple, diminuer l'apport en sucre. Ça, c'est primordial. C'est à apporter ce qu'on appelle maintenant les antioxydants, les oméga 3, oméga 6, etc. Donc tout ça, ça ne doit pas être une perte de poids juste j'arrête de manger et je perds du poids, parce que dans ces conditions, au contraire, je pense que c'est pire que tout pour la prise en charge. Et c'est un risque après de reprendre à nouveau du poids, mais plutôt sur un équilibre alimentaire au long cours. Oui, une alimentation vraiment spécifique. Ok. Et comment le SOPK peut-il affecter la fertilité chez les femmes? Et est-ce qu'il existe des traitements spécifiques pour améliorer la fertilité chez les femmes atteintes du SOPK? Alors, le SOPK atteint la fertilité déjà par la dysovulation. Ces patientes, elles ont une très bonne réserve ovarienne. Elles ont plein de petits follicules. Simplement, il y a ce qu'on appelle un blocage de maturation. C'est-à-dire qu'en fait, tous les petits follicules, la réserve que les patientes ont dans leur ovaire, il n'y en a pas un qui va se distinguer des autres, qui va devenir dominant. Donc, il n'y a pas d'ovulation. Souvent, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ça peut en tout cas s'exprimer de cette façon. Donc, c'est la première chose quand on a une patiente SOPK, elle rentre souvent dans la catégorie dysovulation. C'est-à-dire que nous, on a différents types de dysovulation en fertilité, et c'est la dysovulation la plus fréquente. Donc, dans ces conditions, tout d'abord, on a des recommandations pour les prendre en charge. C'est avant tout, bien sûr, perte de poids, équilibre alimentaire et activité physique. Et après, on peut aller vers des traitements médicaux. Et de première attention, c'est le citrate de clomifène. C'est un médicament qui doit permettre aux follicules, finalement, de devenir dominants et d'ovuler. Dans ces conditions, on accompagne les patientes et on monitore leur cycle. On essaie de voir si elles répondent au traitement. Et si ces patientes, justement, font à côté ces règles hygiéno-diététiques, on a plus de chances ensuite d'avoir une réponse de meilleure qualité avec nos traitements médicaux. D'accord. Donc il faut la synergie entre les deux. Exactement. C'est l'un et l'autre, et pas l'un sans l'autre. Okay. Comment avez-vous vu évoluer les approches de prise en charge du SOPK au fil du temps, et quel impact cela a-t-il eu sur les résultats pour les patientes? Je pense que la prise en charge elle a changé, car on prend plus de façon systémique les patientes maintenant. On ne regarde pas juste une patiente qui souhaite un bébé et on la fait ovuler. On la prend avec son syndrome des ovaires polykystiques. Et donc, on va avant tout demander des règles hygiéno-diététiques. Activité physique, régime équilibré, prise en charge aussi psychologique, parce que de temps en temps, des patientes, si parfois on a tendance à manger sucré, c'est aussi parce qu'on a besoin d'une compensation. Donc, ces patientes-là, si vous leur supprimez un plaisir, c'est le plaisir de temps en temps de se reposer, de manger un carré de chocolat, on a tous envie de ça. En revanche, si vous avez plus de plaisir, il faut le trouver ailleurs, ce plaisir. Donc je pense que psychologiquement, il faut aider les patientes, les accompagner. Je pense qu'il faut les encourager. Il faut aussi qu'elles aient conscience de ce qu'est le syndrome des ovaires polykystiques, que ce n'est pas grave, que parfois on peut avoir des enfants même spontanément. C'est pour ça qu'on n'est pas toujours obligé de traiter médicalement ces patientes-là. Et que, encore une fois, c'est une pathologie au long cours. Donc, c'est-à-dire que pour elles, c'est des règles qu'elles vont s'imposer pour toute leur vie. Très bien. Alors, une question un peu plus personnelle aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir spécialiste en fertilité, en particulier en traitant des cas de SOPK? Alors, tout d'abord, si je suis devenu médecin de la reproduction, c'est parce que je trouve ça génial de pouvoir aider les couples à avoir des bébés. Alors maintenant, des couples ou des femmes seules, même maintenant, on peut les accompagner. Et c'est vrai qu'on a la chance de faire un métier où on donne du bonheur. Les patientes sont plutôt bonne santé, même s'il y a une souffrance. C'est pas négligeable. Dire beaucoup de patientes, quand elles veulent faire un bébé, c'est une souffrance que ça ne vienne pas. Et parfois, la fertilité, pour elles, c'est devenir maman, c'est devenir peut-être plus adulte. Je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, c'est sûr que c'est important pour elles. Donc, j'ai l'impression de participer à une partie de leur vie. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a une reconnaissance. Donc nous, c'est gratifiant pour nous aussi quand on y arrive. On n'y arrive pas toujours, on fait au mieux, comme on peut. Et c'est toujours plaisir. Et le SOPK a la particularité d'être comme
c'est une pathologie qui peut avoir des conséquences au long cours. Donc, j'ai l'impression, quand j'accompagne une patiente SOPK, que non seulement je l'accompagne pour le moment, c'est-à-dire que je vais l'aider à qu'elle ait un bébé, voire 2 enfants, et ensuite, quelque part, je l'aide aussi à préserver une vie de qualité. Parce que vous les sensibilisez aux conséquences potentielles. Exactement, et je pense que c'est primordial, qu'elles sachent qu'aujourd'hui, elles ont un enfant, mais en fait, quand je prends un couple, je dis toujours, voilà, je vous vois, pas pour que vous ayez une grossesse, mais pour que vous ayez des enfants, et une vie de couple, et une vie heureuse. En fait, c'est ça l'objectif, c'est de donner à un couple une vie heureuse, et de voir leurs enfants, et même leurs petits-enfants quand je vois plus loin. Et donc ça, c'est primordial, parce que la santé d'aujourd'hui, c'est celle que vous aurez dans 20 ans. Quoi. Tout à fait. On entend un petit bébé parce que vous partagez votre cabinet avec un pédiatre. Donc, c'est l'avenir, c'est les enfants. C'est l'avenir, c'est les enfants, exactement. Comment vous abordez la prise en charge médicale d'une patiente atteinte du SOPK de manière personnalisée en tenant compte de ses propres besoins? Parce qu'il y a ça aussi, on n'a pas tous les mêmes besoins. Non, c'est un syndrome ovaire polycystique, c'est pas uniquement, vous rentrez pas dans toutes les cases. Et donc, je crois déjà que c'est la motivation. Il faut vraiment, quand on a une patiente, ou même un couple, parce que ce sont des couples en face de nous, faut les aider, les accompagner et jamais leur mentir. Mais je crois qu'il faut motiver les gens, parce que, encore une fois, le SOPK, c'est plus particulier, parce qu'on demande des efforts un peu en dehors de juste une consultation et une ordonnance de traitement. J'ai pas donné juste des piqûres, comme je peux parfois, j'ai des patientes, elles ont d'autres pathologies, on va directement passer en fécondation in vitro. Là, c'est quelque chose, c'est au long cours. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles aient conscience que parfois, mieux vaut attendre quelques mois pour leur donner peut-être un traitement médical. Si en amont, elles préparent cette prise en charge, ça peut être que bénéfique pour elles, maintenant et après. Donc je crois qu'il faut les accompagner, il faut vraiment que ce soit presque un deal entre elles et nous, en disant voilà, on se donne des objectifs, il ne faut pas que ça devienne trop difficile, sinon elles ne tiennent pas. Et c'est pour ça que c'est primordial qu'elles aient un accompagnement, parce que moi je les vois au cabinet, et ensuite elles sont seules. Donc il faut que derrière, psychologiquement, elles tiennent le coup, qu'elles sachent comment faire, il faut qu'elles sachent comment être accompagnées par une diététicienne, et je dirais presque idéalement un coach sportif, mais c'est pas facile de trouver un coach sportif. Donc il faut qu'elle s'impose par elle-même une activité. Donc maintenant on a la chance d'avoir en plus des tutos, de temps en temps, sur internet, il y a des sites pour faire du sport, se motiver, faire un peu de yoga. Il faut que ça soit, on relance la machine en fait. Mais c'est un changement global en fait de leurs habitudes de vie. Et je pense qu'elles doivent pas s'y attendre forcément en fait, parce que effectivement elles ont cette démarche médicale en venant vous voir. Quand elles viennent me voir le gynécologue pour dire voilà, on va faire un bébé, c'est bon, vous avez me donner la solution, dans 3 mois je suis enceinte. Ça marche pas comme ça, malheureusement, ou peut-être heureusement, parce qu'encore une fois c'est pour au long cours. Et je crois que il faut qu'elles prennent conscience qu'il y a une partie des choses qui seront grâce à elles. Moi je vais les accompagner, la diététicienne va les accompagner, le conjoint doit les accompagner aussi dans ce projet. C'est un projet qui est global. Donc c'est un projet qui doit être soutenu. Voilà. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais soutenu. Je pense qu'elles ont besoin d'être soutenues. Je pense, oui. De toute façon, un changement d'habitude de vie, d'habitude alimentaire, ça se fait aussi à 2. Donc c'est vrai que vous parlez du conjoint, mais il y a un vrai rôle. Bien sûr, un rôle du conjoint, un rôle donc dans le sommeil même aussi. Parfois, il faut aussi avoir une hygiène de vie correcte dans le sommeil, le stress. Mais quelque part, ça doit être agréable aussi pour elles de savoir qu'elles ont la main sur tout ça. Enfin, en partie, en fait, elles ont la main sur une partie de la solution. Je ne sais pas si elles savent toujours qu'elles ont la main sur une partie de la solution. Et parfois, c'est aussi des patientes qui ont des parcours assez longs. On leur a pas forcément toujours expliqué ce que c'est que le syndrome ovaire polykystique. Même certaines, on leur a dit vous aurez des difficultés à faire un bébé dès le début. Alors que c'est pas toujours vrai. Je dis pas que c'est forcément faux la difficulté, mais il y a des patientes qui auront un syndrome ovaire polykystique et qui auront des enfants sans avoir recours à la médecine. Donc Non mais en tout cas, le discours que vous avez est hyper motivant et hyper rassurant, et je pense que c'est intéressant pour elles de comprendre tout ça aussi, parce que ça doit les aider aussi à mettre les choses en place. Donc c'est pas facile, mais c'est vrai qu'en fait, à partir du moment où elles ont pris conscience qu'elles aussi ont un rôle, de toute façon elles ont un rôle actif, elles font partie, c'est elles qui doivent mettre en place les choses, et c'est vrai que de les voir à une consultation, puis de les voir 1 mois et demi après, quand elles sont fières d'avoir perdu un peu de poids. Moi, j'ai des patientes, elles me disent, elles commencent déjà par me dire, voilà, j'ai perdu un peu de poids. J'ai vous avez fait cette attention, je dis, ça y est, je fais du sport tous les jours, et d'ailleurs, elles se sentent mieux dans leur tête et dans la peau. Dire que quand on fait une activité physique, c'est psychique aussi.
Ça, c'est pas négligeable. Mais bien sûr. C'est un cercle vertueux, vous les faites rentrer dans un cercle vertueux. Exactement, c'est le cercle vertueux. Et d'autre part, je trouve que elles retrouvent confiance en elles, en fait. Ah oui, ça m'étonne pas. Elles retrouvent leur corps, elles ont compris qu'elles pouvaient agir sur leur corps, que c'était pas quelque chose d'irrémédiable. On ne demande pas à quelqu'un de perdre un poids qui n'est pas réalisable, il ne faut pas être irréaliste. Bien sûr. Mais en revanche, elles se trouvent mieux dans leur corps. Et déjà, elles s'approprient leur corps. Oui, tout à fait, ouais. Super. Est-ce qu'il y a un aspect émotionnel à prendre en compte chez les femmes atteintes du SOPK ? Je pense qu'il y a un aspect émotionnel important. Déjà, c'est décrit. C'est décrit que les patientes, parfois, elles ont des troubles compulsifs un petit peu. Il y a une estime de soi au départ. Celles qui présentent un peu plus de pilosité, d'acné, dans une société où l'aspect physique compte beaucoup, d'être un peu plus ronde que ses copines, c'est pas toujours facile à vivre. Et en plus, ces patientes-là, quand elles viennent vous voir, qu'elles souhaitent un bébé, que les copines ont déjà un enfant, voilà, c'est ce cercle vertueux qu'il va falloir réinstaurer, justement, parce que il y a une perte de confiance, une perte de l'estime de soi, je pense, chez une partie d'entre elles. Parce qu'elles ne sont pas toutes non plus en surpoids, elles n'ont pas toutes forcément d'acné, mais dans ce syndrome, c'est plus fréquent. D'accord. Pouvez-vous partager une histoire de réussite inspirante d'une femme atteinte du SOPK qui a réussi à concevoir grâce à votre assistance ? On pourrait partager plusieurs histoires parce qu'heureusement, elles finissent souvent quand même par être enceintes. Le syndrome d'ovaire polykystique, c'est un bon pronostic pour réussir à faire des bébés. Des histoires, il y en a plusieurs et j'ai une qui n'était pas trop ancienne, on va dire. J'ai une patiente, alors c'était une patiente qui, ça fait quoi, peut-être 1 ou 2 ans, qui essayait de faire un bébé et qui en fait n'arrivait pas du tout à ovuler. Et donc au départ, on a commencé à faire le bilan, donc on a retrouvé qu'il y avait une insuline résistance, c'est-à-dire qu'on voyait qu'elle avait trop d'insuline et donc la glycémie qui montait facilement. Elle n'a pas du tout de problème de pilosité, cette patiente, mais impossible que ça fonctionne, voilà, parce qu'elle n'ovulait pas. Alors on a commencé à lui demander de faire du sport déjà, activité physique. En l'occurrence, elle a été intégrée dans un programme BIMUM. Elle a suivi son programme BIMUM. Et je l'ai aidée en lui donnant un peu ce qu'on appelle du myonositol, c'est-à-dire un complément qui permet normalement de jouer justement sur l'utilisation du glucose, du sucre dans l'organisme. Et au départ, c'était pas évident puisque les traitements médicaux de première intention ne fonctionnaient pas. C'est-à-dire que malgré ce qu'on appelle le citrate de clomifène, les premiers traitements qu'on donne, j'arrivais pas à obtenir une ovulation. Donc, c'est une patiente que j'ai suivie quelques semaines, on va dire, au départ. Ça ne fonctionnait pas et on a dû même passer à des injections. Et au fur et à mesure, en perdant un peu de poids, en ayant justement une activité physique plus intense, on a mis des petites doses et progressivement, on a réussi à la faire ovuler. Et en fait, première fois qu'elle ovulait, elle a été enceinte. Et donc, c'était, elle était bien sûr hyper contente parce que c'est souvent des patientes qu'on doit surveiller plusieurs semaines pour obtenir le follicule qui va faire l'ovulation. Oui, bien sûr. Et donc elle était ravie. Alors malgré ça, elle a fait quand même un peu de diabète gestationnel. Et depuis, elle a montré son bébé et tout va bien. Voilà. Bon, donc ça, c'est une histoire parmi d'autres. En tout cas, mais c'est quelque chose qui, dans l'ensemble, quand même, est très positif. Il faut justement avoir un message positif pour ces patientes. Tout à fait. Parce que majoritairement, on arrivera à les aider. Bon, c'est génial. Merci pour votre message d'espoir en tout cas. Et on va terminer, Dr Roger, par une dernière question. Si vous pouviez donner un conseil aux femmes atteintes du SOPK, que ce soit sur le plan de la gestion quotidienne ou de la perspective de la fertilité, quel serait-il ? Je pense qu'avant tout, mon premier conseil, c'est ayez confiance en vous. Vous pouvez prendre en charge votre syndrome. Il va falloir donner un sens à votre vie, un sens, un équilibre. Vous avez un corps pour une vie. Il faut y faire attention. Donc vous allez avoir une activité physique régulière et vous allez voir que ça va vous permettre même de vous libérer l'esprit. Vous allez manger plus équilibré, vous aurez peut-être moins de problèmes digestifs, une perte de poids, une estime de soi. Donc je pense qu'avant tout, c'est ça les messages, c'est reprendre sa vie en main et respecter les règles d'hygiène, diététique, manger équilibré, donc un esprit sain dans un corps sain. Voilà le message principal, je crois.
Parfait. Un grand merci, Docteur Roger, pour Je vous en votre prie. message très inspirant et je pense que vos patientes ont beaucoup de chance d'être suivies de cette manière aussi holistique et aussi complète. Et puis, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Bonne journée. Au revoir. Si vous avez d'autres questions concernant votre désir d'enfant et que vous aimeriez échanger avec l'une de nos coachs en fertilité, n'hésitez pas à planifier un rendez-vous en utilisant le lien Calendly disponible en bas de la description.